Mon fils m'a craché au visage pendant le dîner, alors j'ai vendu sa maison, j'ai tout repris et je ne suis jamais revenu. Ceci est mon histoire vraie. Mon fils pensait que le manque de respect était un pouvoir. Un soir, pendant le dîner, devant sa femme et ses enfants, il s'est penché sur la table et m'a craché au visage. La pièce est devenue silencieuse. Puis quelqu'un a ri. Il m'a traité de vieux, de faible et de bon à rien. Je suis resté assis, figé, non pas par peur, mais par quelque chose de plus froid. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être son père et que je suis devenu un homme avec un plan. Il pensait que ce crachat mettrait fin à ma fierté. Il ne savait pas que je possédais encore tout ce sur quoi il se tenait. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait ensuite. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Et s'il vous plaît, abonnez-vous pour que plus de gens entendent mon histoire. Je lui ai donné tout ce qu'un père pouvait donner. Dès le jour de sa naissance, j'ai travaillé des quarts de travail qui m'ont brisé le dos et les mains. Mes paumes se sont gercées à cause des hivers froids sur les chantiers de construction. Mes genoux me faisaient mal à force de monter aux échelles sous la pluie, et mes poumons se remplissaient de poussière et de ciment. Mais chaque ecchymose en valait la peine quand je rentrais à la maison et que je le voyais courir vers moi avec ses petits bras grands ouverts. Je me souviens de sa petite voix m'appelant papa comme si c'était le plus grand mot du monde. À l'époque, je pensais que l'amour était permanent, que si je continuais à donner, il continuerait à se souvenir. Quand sa mère est morte, il était encore jeune. J'ai tout fait seul. Cuisiner, nettoyer, laver, économiser. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements pendant des années pour qu'il puisse porter de bonnes chaussures à l'école. J'ai sauté des repas pour qu'il ne connaisse pas la faim. Mon portefeuille n'était jamais plein, mais mon cœur était plein de fierté chaque fois qu'il réussissait un examen. Chaque fois qu'il souriait, je portais le monde sur mes épaules et je me disais que c'était léger parce que c'était pour mon fils. Quand il a grandi, je l'ai aidé à acheter sa première voiture. J'ai co-signé tous les prêts, payé les frais cachés, couvert l'assurance et même aidé à effectuer son premier versement hypothécaire. Je lui ai dit de garder son nom propre, de respecter l'argent, de rester humble. Il a hoché la tête, a dit oui, mais ses yeux étaient déjà ailleurs, à la poursuite de quelque chose de plus grand, de plus brillant. Au fil des ans, j'ai remarqué les changements. Il a cessé de demander comment j'allais, a cessé d'appeler à moins d'avoir besoin de quelque chose. Au début, je me suis dit qu'il était juste occupé. Le travail, le mariage, le stress. J'ai trouvé toutes les excuses qu'un père pouvait trouver pour un fils qu'il refusait de voir clairement. Mais lentement, j'ai commencé à réaliser quelque chose de terrible. Il avait appris à prendre sans rien ressentir. Lui et sa femme venaient dîner tous les dimanches. Elle regardait autour de la maison en chuchotant de petits commentaires sur les meubles, les rideaux, la vieille odeur de l'endroit. Je faisais semblant de ne pas entendre. Mon fils se vantait de ses nouveaux gadgets, de ses nouveaux vêtements, de ses bonus, des choses que je l'avais indirectement aidé à obtenir. Je souriais même quand ça faisait mal, parce que c'est ce que font les pères. Nous sourions à la trahison bien avant qu'elle ne soit appelée ainsi. Mais le temps a une façon cruelle de montrer la vérité. Chaque faveur que je faisais est devenue une attente. Chaque facture que je payais est devenue invisible. Ils ont cessé de dire merci. Ils ont cessé de me traiter comme l'homme qui avait construit leur monde. Je suis devenu un arrière-plan. L'homme qui n'existait que pour subvenir à leurs besoins. Pourtant, je suis resté silencieux. Je me suis dit que la patience était de l'amour. Je me suis dit qu'un jour peut-être, quand il aurait son propre enfant, il comprendrait. Mais la compréhension n'est jamais venue. Le sentiment de droit, si. Il a commencé à me parler avec moins de gentillesse, plus d'arrogance. Il faisait des blagues sur mes vieux vêtements, ma démarche lente, mes yeux fatigués. Sa femme riait. Je faisais semblant de ne pas remarquer. Quand je lui ai donné la maison, ma propre maison, je pensais lui donner une base, une chance de commencer fort. Mais il l'a traité comme un trophée. Il a invité des invités, organisé des fêtes et agi comme s'il l'avait construite de ses propres mains. Quand j'y restais, je sentais que je n'étais plus le bienvenu. Comme si j'étais juste un rappel d'un passé qu'il voulait oublier. Et même alors, je lui ai pardonné parce que je me suis dit, c'est mon fils. C'est ce que je disais toujours quand les gens me disaient qu'il ne le méritait pas. C'est mon fils. Quand les voisins chuchotaient qu'il était arrogant et égoïste, je le défendais. Il est jeune, disais-je. Quand sa femme levait les yeux au ciel en entrant dans une pièce,
je disais, peut-être qu'elle est fatiguée. Je trouvais des excuses comme un imbécile, espérant que la gentillesse pourrait guérir la cruauté. En y repensant maintenant, j'ai réalisé la vérité. Je n'ai pas élevé un homme. J'ai élevé quelqu'un qui pensait que la compassion était une faiblesse. J'ai élevé quelqu'un qui confondait l'humilité avec l'échec. Et la nuit où il m'a craché au visage n'était pas la première fois qu'il me manquait de respect. C'était simplement la dernière fois que je l'ai permis. Toutes ces années, je lui ai tout donné. Ma force, mes économies, mon âme. Mais cette nuit-là, quand le crachat a touché ma peau et que les rires ont rempli la pièce, j'ai réalisé que je lui avais donné une chose de trop. Mon pardon. C'est à ce moment-là que ça s'est terminé. Les années que je lui ai données sont devenues les années que je récupérerai. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'arrêter d'être son père et de commencer à être quelque chose de bien plus froid. C'est arrivé un dimanche soir. Le genre de soirée qui était censé signifier la famille, la chaleur et la paix. La table était pleine. Sa femme avait invité ses amis, ses parents, même quelques-uns de ses collègues. Ils riaient fort, trinquaient et parlaient de vacances, de voitures et de promotions. J'étais assis tranquillement au bout de la table dans mon vieux pull, celui avec une petite déchirure près de la manche. Il était confortable, familier, le genre de choses qui portaient des souvenirs. Mais dans cette maison, le confort était devenu un crime. Le dîner a commencé comme n'importe quel autre. Poulet rôti, purée de pommes de terre, des rires qui semblaient trop polis pour être réels. Je me suis versé un verre d'eau, mes mains stables, mais mon cœur lourd. Mon fils était assis en face de moi, sa femme à ses côtés, lui chuchotant des choses à l'oreille entre de faux sourires. Je pouvais sentir son jugement, la façon dont ses yeux me scrutaient comme si j'étais un étranger qui n'avait pas sa place. Puis ça a commencé. Une blague, petite au début. Mon fils m'a regardé et a dit, « Papa, peut-être que tu devrais arrêter de t'habiller comme ça. Tu donnes un air bon marché à l'endroit. » La table a ri. Même sa femme a gloussé, couvrant sa bouche comme si cela rendait les choses meilleures. J'ai souri faiblement, faisant semblant de ne pas avoir entendu. J'ai atteint mon assiette, espérant que le moment passerait. Mais ce n'est pas le cas. Les blagues ont continué. Les vieillards comme toi devraient prendre leur retraite de tout, même de manger, a dit son ami. Et ils ont tous ri à nouveau. Mon fils ne les a pas arrêtés. Il s'est joint à eux. Chaque rire était comme un clou enfoncé dans ma poitrine. Ma fourchette tremblait. J'ai gardé les yeux sur mon assiette. J'ai pensé que si je restais silencieux, il s'ennuierait et passerait à autre chose. Au lieu de cela, il s'est penché plus près. « Tu sais quoi, papa, dit-il, la voix dégoulinante d'arrogance. Tu es assis là comme si tu comptais encore. Mais ce n'est pas le cas. Tu es fini. Je ne te dois rien. » Les mots ont profondément coupé, mais avant que je puisse répondre, il a craché. C'était soudain, chaud, vif. Le son a résonné dans le silence qui a suivi. Une goutte a touché ma joue et a glissé jusqu'à mon col. Pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. La table s'est figée. Sa femme a haleté doucement, mais pas d'horreur, d'amusement. Et puis sont venus les rires. Les mêmes rires qui s'étaient moqués de mes vêtements, de mon travail, de mon âge. Maintenant, ils se moquaient de ma dignité. Je suis resté assis là, à regarder mon assiette. Mon cœur était une tempête, mais mon visage est resté calme. J'ai pris ma serviette, je me suis essuyé le visage doucement et je l'ai regardé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas juré. Je n'ai même pas cligné des yeux avec force. Parce que dans ce silence, quelque chose à l'intérieur de moi a changé pour toujours. Ce n'était pas seulement le crachat. C'était tout ce qu'il représentait. C'était chaque nuit où je rentrais à la maison avec les mains cassées pour lui acheter un jouet. Chaque fois que j'ai sauté un repas pour qu'il puisse manger plus. Chaque fois que je l'ai défendu quand les voisins disaient qu'il était irrespectueux, chaque once d'amour que j'ai versé dans un garçon qui était devenu un monstre. J'ai réalisé à cet instant que je n'étais plus un père. J'étais un serviteur qui avait survécu à son utilité, un symbole d'humilité qu'il voulait effacer de leur nouvelle vie brillante. Et si j'avais parlé alors, cela aurait signifié mendier un respect que je n'aurais jamais dû demander. Alors je suis resté silencieux. Je me suis levé lentement, j'ai repoussé ma chaise et je suis allé à la cuisine. Mes jambes étaient lourdes, mais mon esprit était vif.
Je pouvais encore les entendre rire derrière moi. Sa femme chuchotant, il est si dramatique. Les mêmes personnes qui avaient mangé la nourriture que j'avais achetée, vécu dans une maison que j'avais payée et porté des vêtements que mes économies avaient aidé à acheter. Maintenant, ils se moquaient de moi comme si j'étais un divertissement. Je me suis tenu près de l'évier, regardant mon reflet dans la fenêtre. Le vieil homme qui me regardait n'était pas faible. Il attendait. L'humiliation ne m'a pas brisé. Elle m'a endurci. Elle a forgé quelque chose de nouveau, quelque chose de plus froid que la colère. Parce que la colère brûle vite. Mais l'humiliation, elle gèle. Et quand elle fond, elle remodèle tout ce qui l'entoure. Quand je me suis retourné, je les ai vus encore en train de parler, ignorant ce qu'ils venaient de faire. Ils pensaient que le vieil homme dont ils se moquaient resterait assis tranquillement pour toujours. Ils pensaient que je reviendrais le dimanche suivant, en faisant semblant que tout allait bien. Ils se sont trompés. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans ma petite chambre, les lumières éteintes, rejouant le moment dans mon esprit. Pas le crachat, pas les rires, mais le son de mon propre silence. Parce que j'ai réalisé que le silence peut être plus fort que la vengeance. Au matin, je savais exactement ce que j'allais faire. Ce dîner ne m'a pas seulement brisé. Il a construit l'homme qui entrerait dans le bureau d'un avocat le lendemain. Calme, délibéré et prêt à effacer toute trace de miséricorde qu'il avait jamais montrée. Quand je suis arrivé dans la cuisine cette nuit-là, les rires de la salle à manger résonnaient encore à travers les murs. Ils étaient étouffés par la distance, mais assez vifs pour percer chaque centimètre de ma fierté. Je me suis tenu près du comptoir, les mains tremblant légèrement, non pas à cause de l'âge ou de la faiblesse, mais à cause de quelque chose de plus froid. L'humiliation. L'humiliation pure et non filtrée. Je pouvais encore sentir la chaleur du crachat sur ma joue. Je l'ai essuyé à nouveau, bien qu'il soit déjà parti, comme si j'essayais d'effacer le moment de ma peau. Mais des moments comme ça ne s'effacent pas. Ils restent. Ils sculptent. Ils pourrissent de l'intérieur. La cuisine sentait le poulet rôti, le beurre et le vin. Le même dîner que j'avais payé. J'avais acheté chaque ingrédient comme je le faisais toujours, pensant que subvenir à leurs besoins était de l'amour. Pensant que donner était la même chose qu'être apprécié, je me suis tenu là, regardant les assiettes à moitié pleines, les verres qu'ils avaient touchés, les rires qu'ils avaient partagés, et ça m'a frappé. J'avais construit ce confort. Chaque chaise, chaque cuillère, chaque mur portait mes empreintes digitales. Et pourtant, ils étaient assis là à rire comme si j'étais un fardeau, comme si je n'avais pas ma place. J'ai regardé autour de la cuisine les photographies sur le réfrigérateur. Anniversaire, vacances, remise de diplôme. Dans toutes, j'étais là, dans le coin, souriant tranquillement. Toujours en arrière-plan, toujours l'homme derrière leur succès, derrière leur sourire, derrière leur confort. Je pensais que l'amour était un service. Je pensais que la paternité était un sacrifice. Mais debout là, dans la lueur de la cuisine, j'ai finalement compris. Pour eux, je n'étais plus un père. J'étais un meuble utile jusqu'à ce que je ne sois plus nécessaire. J'ai entendu la voix de mon fils s'élever de la salle à manger, forte et ivre d'arrogance. Il devrait être reconnaissant qu'on le laisse même rester ici, a-t-il dit, ses mots brouillés par le rire. Les autres ont acquiescé. Même sa femme est intervenue en disant, il est juste trop vieux pour comprendre le succès. Le succès? Ce mot a brûlé. J'ai construit son succès brique par brique, dollar par dollar. Je lui ai donné la vie qu'il affichait, la table même sur laquelle il m'a manqué de respect. Et pourtant, j'étais là, debout dans ma propre cuisine comme un invité indésirable. Mes mains ont saisi le comptoir. Mon reflet me fixait dans l'acier de la bouilloire. Fatigué, gris, silencieux. Mais il y avait quelque chose de nouveau là aussi. Une sorte de calme. Le genre qui vient avant une tempête. Le genre qui remplace la douleur par la précision. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste respiré lentement et régulièrement et j'ai commencé à compter. Pas les souvenirs. Pas les regrets, mais les actifs, les papiers, les titres, les signatures, les choses qui portaient encore mon nom, pas le sien. C'était un étrange réconfort de réaliser à quel point une grande partie du monde m'appartenait encore techniquement. Il avait peut-être pris ma dignité cette nuit-là, mais il n'avait pas pris la fondation sous ses propres pieds. Je possédais toujours la maison. Je détenais toujours les papiers.
J'avais toujours le pouvoir. Enfoui sous des années de conformité silencieuse, mais jamais disparu. Les rires ont finalement cessé. Les chaises ont gratté. Les pas se sont déplacés à l'étage. Je suis resté dans la cuisine, écoutant chaque son jusqu'à ce que la maison redevienne silencieuse. Quand je suis finalement retourné dans la salle à manger, c'était un champ de bataille de verres vides, de nourriture à moitié mangée et de vin renversé. La lumière vacillait au-dessus de la table, projetant des ombres sur le désordre. Mon assiette était toujours là, intacte, froide. Je me suis assis et je l'ai regardée pendant un long moment. La honte s'était transformée en autre chose maintenant, quelque chose de plus vif. Je n'étais pas brisé. J'étais éveillé. Pour la première fois depuis des années, je voyais tout clairement. Le fils que j'avais élevé avec patience et amour était parti, remplacé par un homme qui pensait que la cruauté était un pouvoir. La femme à ses côtés, complice, suffisante, avait transformé ma maison en un lieu de moquerie. J'ai nettoyé la table lentement, pièce par pièce. Chaque assiette empilée proprement, chaque verre lavé avec soin. Mes mouvements étaient calmes, méthodiques. La même discipline que j'avais utilisée pour l'élever, maintenant réutilisée pour quelque chose de bien plus froid. Quand j'ai eu fini, j'ai éteint les lumières, laissant la maison sombrer dans l'obscurité. Dans cette obscurité, j'ai pris ma décision. Il pensait que je reviendrais à table le lendemain matin, en faisant semblant que rien ne s'était passé. Il pensait que le vieil homme oublierait parce que c'est ce que font les vieillards, ils oublient. Mais je n'ai pas oublié. J'ai mémorisé chaque rire, chaque sourire en coin, chaque mot. Et au moment où ils se sont réveillés le lendemain, j'avais déjà décidé ce que j'allais prendre. Tout. Pas par dépit, mais par justice. Ils voulaient me traiter comme si je n'étais rien. Alors je leur montrerai à quoi ressemble la vie quand je ne deviens vraiment rien pour eux. Cette nuit dans la cuisine n'était pas une humiliation. C'était une transformation. C'était la naissance silencieuse d'une vengeance qui ne nécessitait aucun cri, aucune violence, seulement des papiers et de la patience. J'ai éteint la dernière lumière, j'ai jeté un dernier regard sur la table vide et je me suis murmuré, « Vous ne rirez pas demain. » Quand le matin est venu, la maison sentait le vin éventé et l'arrogance. Les rires de la nuit dernière avaient disparu, remplacés par le lent craquement des pas et le cliquetis de la vaisselle. J'étais assis tranquillement près de la fenêtre, mon café intact, regardant le brouillard se lever de la cour. Mon fils se déplaçait à l'étage comme un roi se réveillant dans son château, ne réalisant pas que le royaume n'était pas le sien. Il pensait que j'étais juste assis là, vieux, vaincu, humilié. Mais en vérité, je n'étais pas assis. Je calculais. Je suis allé dans mon petit bureau, celui où personne n'entrait plus jamais. Il sentait la poussière et le temps, comme toutes les années que j'avais passées à économiser, à signer et à sécuriser. Les vieux tiroirs en bois contenaient encore tout ce qui comptait vraiment. Pas des souvenirs, mais des preuves. La preuve que je n'avais jamais été stupide avec ma vie. La preuve que sous mon silence, il y avait une structure. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai sorti la boîte à chaussures que j'avais cachée il y a longtemps. À l'intérieur se trouvaient des papiers enroulés dans des élastiques, des titres de propriété, des titres hypothécaires, des relevés de compte, des polices d'assurance et le dernier testament que j'avais rédigé mais jamais finalisé. Le nom de mon fils apparaissait sur quelques-uns, mais pas les plus importants. Cela portait encore le mien. Chaque page était un rappel de chaque année où j'avais travaillé avec des mains gercées et des genoux endoloris. Chaque ligne d'encre était écrite avec sacrifice. Quand j'ai acheté cette maison, j'étais plus jeune, plus fort et fier de l'appeler chez moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour le même toit que j'avais construit résonnerait de mon humiliation. En parcourant chaque document, j'ai réalisé à quel point l'amour vous rend aveugle. Vous donnez tout, en pensant que c'est une protection, mais tout ce que cela fait, c'est construire les murs qui vous piègent. Mes yeux se sont attardés sur l'acte de propriété de la maison. Mon nom en gras, permanent en haut. Le sien, temporaire, conditionnel en dessous. J'avais gardé la propriété discrètement, sans jamais transférer le contrôle total. Ce n'était pas de la méfiance à l'époque. C'était de la prudence. Mais maintenant, c'était le salut. Ce papier était mon arme, ma justice, ma sortie. J'ai souri faiblement pour la première fois depuis des années. Pas de joie, mais de clarté. J'ai sorti la petite clé du coffre-fort caché dans une partie creuse de la bibliothèque. Le coffre-fort s'est ouvert avec un clic silencieux, comme un battement de cœur.
À l'intérieur se trouvaient les choses dont personne ne connaissait l'existence. De vieux certificats d'épargne, un carnet de comptes séparés et une lettre de la banque confirmant mon pouvoir secondaire sur chaque compte joint. Mon fils pensait que les comptes étaient son terrain de jeu, que mon nom était là par habitude. Mais les habitudes ont des conséquences, et j'étais sur le point de transformer cette négligence en une leçon. J'ai tout étalé sur le bureau dans l'ordre nécessaire. Acte de propriété, coordonnées bancaires, actions, titres de voiture, assurance. Ma vieille alliance était même là, lourde d'ironie. Ce n'était pas seulement des choses. C'était des années, des décennies. Les morceaux d'une vie construite à partir de rien d'autre que de la volonté. Et en les regardant, j'ai réalisé que tout ce qu'il avait, sa maison, son confort, son soi-disant pouvoir, existait grâce à moi. Chaque centimètre de cette maison était imprégné de mon travail. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas des excuses, juste une liste, un plan. J'ai écrit des noms. L'avocat, l'agent immobilier, le directeur de la banque, les seules personnes à qui je parlerai dans les jours à venir. Pas de cris, pas de menaces, pas de scène. Je n'avais pas besoin de bruit. La loi ne fait aucun bruit quand elle brise quelqu'un. Elle avance simplement lentement et de manière décisive comme un glacier broyant la pierre. La maison était à moi. Le terrain en dessous était à moi. Les comptes étaient à moi pour les geler. Les paiements à moi pour les rediriger. Et pourtant, je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais calme. Le genre de calme qu'un homme ressent quand il a été blessé trop longtemps et qu'il arrête enfin de saigner. Je n'étais pas après la vengeance. J'étais après la paix. Ma main a effleuré un cadre photo dans le coin du bureau. Mon fils enfant, souriant, les bras autour de mon cou. Pendant un instant, quelque chose de doux s'est tordu dans ma poitrine. Ce petit garçon m'avait fait confiance une fois. Il m'avait regardé avec amour, pas avec haine. Quelque part entre cette photographie et la nuit dernière, il s'était transformé en quelqu'un d'autre. Et peut-être moi aussi. L'amour m'avait aveuglé une fois. Plus maintenant. J'ai mis la photo face contre table. Puis j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 3 mots en haut d'une page blanche. Comptez ce qui compte. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas la propriété. C'était la dignité. La seule chose qu'ils ne pourraient jamais voler à moins que je ne les laisse faire. Je leur avais donné du confort, du temps et du respect. Mais pas ça. Plus maintenant. Le stylo s'est arrêté. Mon plan était prêt. Je savais ce qu'il fallait faire, qui il fallait appeler et quand cela devait se produire. Chaque étape serait silencieuse, délibérée, légale. Je ne voulais pas le détruire avec de la colère. Je voulais qu'il se détruise lui-même en réalisant à quel point son confort avait été fragile, à quel point il avait été le mien tout du long. Quand j'ai fermé le carnet, je me suis senti plus léger. L'humiliation de la nuit dernière ne brûlait plus. Elle s'était transformée en acier. Les rires de mon fils m'avaient appris la dernière leçon de ma vie. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. La maison était encore, l'air épais du genre de silence qui vient après une tempête. Je n'ai pas préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Je n'ai attendu personne pour se réveiller. Je me suis juste habillé de mon vieux manteau, le même dont il se moquait, et je suis parti tranquillement. Mes chaussures résonnaient sur le chemin froid alors que je marchais vers l'arrêt de bus, tenant un dossier près de ma poitrine. À l'intérieur, il y avait tout, ma preuve, ma propriété, ma sortie. Quand je suis arrivé au bureau de l'avocat, la greffière m'a regardé comme si j'étais un autre vieil homme fatigué avec une petite plainte. Mais quand j'ai posé le dossier sur son bureau et que j'ai demandé Monsieur Peterson, l'associé principal, son expression a changé. Elle a vu le sérieux dans mes yeux, le genre qui ne vient pas de la confusion, mais de la certitude. Monsieur Peterson m'avait aidé pour des questions de propriété il y a des années. Il était plus âgé maintenant aussi, gris et patient, le genre d'homme qui comprenait le silence mieux que les mots. Il m'a conduit dans son bureau et je me suis assis en face de lui. Il est temps, ai-je dit. Il n'a pas demandé d'explication. Il a simplement ouvert le dossier. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons examiné chaque document, chaque ligne, chaque signature. Je m'étais préparé pour ce moment avec précision. La maison, les comptes, l'assurance, tous encore liés à moi, tous encore sous mon contrôle final. Nous avons rédigé les papiers lentement.
Le nouvel accord de vente, le transfert de propriété, la clôture des comptes joints. Chaque coup de stylo ressemblait à une reprise de souffle silencieuse. Il m'a demandé si je voulais avertir mon fils, mais j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Laissez les papiers parler. Parce que c'est ça la légalité. Elle ne crie pas. Elle n'avertit pas. Elle arrive juste. Et quand elle le fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Au fil des heures, les signatures se sont accumulées. Des témoins sont venus et repartis, des tampons ont été apposés sur le papier comme les derniers clous dans un cercueil. Chaque clic du stylo était un autre pas loin de l'homme qui m'avait craché dessus. Un autre pouce de distance entre qui j'étais et qui je devenais. Quand tout a été terminé, Monsieur Peterson m'a regardé attentivement. « Vous êtes sûr de ça ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Il apprendra » ai-je dit simplement. Pas par la douleur, par la perte. J'ai quitté le bureau et je suis allé directement à la banque. Le directeur là-bas me connaissait depuis des années, depuis que j'avais ouvert mon premier compte. Il m'a salué avec surprise. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Quand je lui ai montré les documents juridiques mis à jour et que j'ai demandé une action immédiate, son ton a changé, professionnel, prudent, respectueux. Nous avons examiné chaque compte. J'ai révoqué le nom de mon fils du compte joint, gelé son accès et redirigé les fonds vers mon compte privé. J'ai fermé la carte qu'il utilisait pour les paiements, celle liée à mes dépôts. J'ai mis à jour l'adresse postale, changé les codes de sécurité, remplacé les mots de passe. Tout était maintenant à moi seul. Il se réveillerait demain dans un monde qui ne le reconnaîtrait plus. Ce n'est pas la vengeance qui m'a guidé. C'était l'équilibre. Il avait transformé ma confiance en humiliation, mes soins en faiblesse. Mais maintenant, les balances étaient équilibrées. Non pas parce que j'ai crié, non pas parce que je me suis battu, mais parce que j'ai utilisé les outils silencieux qu'il a sous-estimés. La loi, après tout, n'a pas besoin d'émotion. Elle n'a besoin que de clarté. Au moment où je suis sorti de la banque, le soleil était haut. Le monde continuait comme si rien n'avait changé. Les voitures passaient, les enfants riaient, les oiseaux chantaient, mais mon monde avait complètement changé. Le pouvoir qu'il pensait détenir avait disparu, remplacé par un silence qui m'appartenait. Je suis resté un long moment devant le bâtiment, sentant le vent d'hiver contre mon visage. Il ne faisait plus froid. Il était propre, honnête, comme un air que je n'avais pas respiré depuis des années. De retour à la maison avait l'air la même. Toujours debout, toujours sa fierté. Mais les papiers dans mon manteau racontaient une autre histoire. Sur le papier, elle était à moi. Entièrement, légalement, intouchablement à moi. Il pouvait se moquer de moi, me manquer de respect, même m'oublier. Mais il ne pourrait jamais changer l'encre. Cette nuit-là, ils ont ri à nouveau dans le salon, pensant qu'il régnait toujours sur l'espace que j'avais construit. J'étais assis tranquillement dans ma chambre, écoutant, tenant les documents comme une arme secrète. Ils ne le savaient pas encore, mais leur monde avait déjà été vendu. Leur rire était du temps emprunté. Et alors que j'éteignais ma lampe et fermais les yeux, je me suis murmuré, non pas avec colère, mais en paix. La maison est à moi. Le silence est à moi et demain la vérité sera à eux. Le matin est venu de la même manière qu'il le faisait toujours, avec la lumière du soleil qui se glissait à travers les rideaux et les oiseaux qui gazouillaient à l'extérieur de la fenêtre. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. La maison semblait immobile, trop immobile. Pas de radio dans la cuisine. Pas de café en préparation. Pas de bourdonnement paresseux de la vie normale. J'étais déjà éveillé depuis des heures, assis sur ma chaise, mon manteau plié sur mes genoux, attendant. Je n'attendais pas une bagarre. J'attendais le son de la prise de conscience. Le moment où le monde qu'il avait construit sur l'arrogance commencerait à s'effondrer. De ma chambre, j'ai entendu les pas à l'étage, lourds, confiants, insouciants. Le bruit d'un homme qui croyait encore posséder tout ce sur quoi il marchait. Je l'ai entendu se diriger vers la porte d'entrée, les clés cliquetant dans sa main, prêt pour une autre journée de travail, prêt à porter la fierté comme une armure. Puis une pause, une longue. Des papiers ont bruissé. Sa voix a résonné faiblement, confuse au début, puis irritée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-il. Le ton a changé rapidement. L'irritation s'est transformée en incrédulité. L'incrédulité s'est transformée en peur.
Le premier avis qu'il a trouvé était de la banque. Une lettre officielle, polie, froide et dévastatrice. Le compte joint avait été fermé, les fonds déplacés, son accès révoqué. Il a immédiatement appelé la banque, la voix s'élevant alors que j'étais assis tranquillement sur ma chaise. Je pouvais entendre la sonnerie faible, puis ces mots. Il y a une erreur. C'est mon compte. Mais la loi ne reconnaît pas les cris. La voix à l'autre bout du fil a dû lui dire ce que je savais déjà. Il n'y avait pas d'erreur. Son nom avait été supprimé. Tout était juridiquement contraignant, irréversible. Il a descendu le couloir en trombe, ouvrant les tiroirs, cherchant les chéquiers qui n'étaient plus valides. Son visage est apparu à ma porte, pâle, paniqué, plein de questions qu'il n'osait pas poser à voix haute. Je l'ai regardé une fois, calme et imperturbable, puis j'ai reporté mon regard sur la fenêtre. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Mon silence était une réponse plus tranchante que toute accusation. Il a quitté la maison en hâte, claquant la porte derrière lui. Le bruit du moteur de sa voiture a brisé l'air calme du matin. Il est allé à la banque en pensant qu'il pourrait arranger les choses, les charmer, les intimider, les mêmes tours qu'il avait utilisés sur moi. Mais le pouvoir ne plie pas le papier. Au moment où il est arrivé, les transactions avaient déjà été compensées, les transferts scellés, les signatures attestées. Ses comptes avaient disparu, son crédit gelé, son accès révoqué. Le banquier, probablement nerveux mais poli, lui aurait dit « Votre père a tout finalisé hier, monsieur ». Pendant qu'il se battait contre des fantômes, une autre tempête se préparait derrière lui. L'agent immobilier à qui j'avais parlé la veille avait déjà commencé le processus de mise en vente de la maison. La propriété ne lui appartenait plus. Elle m'appartenait, et bientôt à personne. J'avais signé les documents de vente préliminaire la veille au soir. Au moment où il rentrerait à la maison, ses clés ne rentreraient plus dans les serrures. J'imagine son visage quand il est arrivé, la confusion laissant place à l'horreur alors qu'il trouvait des déménageurs sur le porche. Des étrangers transportant des cartons par la porte qu'il pensait autrefois être la sienne. Il aurait crié, exigé, menacé. Toutes les choses que les hommes fiers font quand leur contrôle leur échappe. Mais chaque homme avec un presse-papier lui aurait montré les mêmes papiers. Mes papiers, mon nom, ma signature. Quand il m'a finalement cherché, j'étais parti. J'étais parti des heures auparavant, marchant tranquillement sur la route avec une seule valise et la dignité qu'il ne pouvait pas me prendre. Je n'ai pas attendu de le voir s'effondrer. Je n'en avais pas besoin. Le son du moteur de sa voiture s'estompant dans la panique derrière moi était suffisant. Le monde a une étrange façon de s'équilibrer quand la vérité suit son cours. À la tombée de la nuit, la maison était vide, les lumières éteintes, l'allée silencieuse. Mon téléphone a vibré avec des appels auxquels je n'ai pas répondu. Des messages remplis d'incrédulité, de rage, de supplication. Je l'ai éteint. Il n'y avait plus rien à dire. Il m'avait craché dessus devant sa famille, riant comme si j'étais une relique d'un autre temps. Maintenant, il apprendrait ce que le silence peut faire, comment il se déplace comme une marée. Lent mais imparable, reprenant tout avec lui. J'ai passé cette nuit-là dans un petit motel en périphérie de la ville. La chambre était simple mais paisible. Le bourdonnement du chauffage et le calme de la solitude m'enveloppaient comme une armure. J'ai regardé par la fenêtre la rue vide et j'ai réalisé que je n'avais plus de tristesse, juste de la clarté. La même clarté qui vient quand on cesse enfin d'aimer les gens qui ne vous voient que comme un outil. Le lendemain matin, je serais parti pour de bon. Nouvelle ville, nouveau nom, nouvelle paix. La maison dans laquelle il avait craché n'était plus qu'un numéro de transaction entre les mains de quelqu'un d'autre. Et moi, l'homme dont il s'était moqué, j'étais libre. Le contre-coup n'est pas venu d'un seul coup. Il a commencé lentement, comme des fissures se formant dans le verre. Silencieux, invisible, mais se propageant rapidement. Le monde que mon fils avait construit sur l'ego et la fierté empruntée a commencé à s'effondrer sur lui-même, morceau par morceau. Il n'a pas seulement perdu la maison. Il a perdu l'illusion qu'il était intouchable. Chaque appel téléphonique, chaque coup à la porte, chaque lettre dans la boîte aux lettres était un autre rappel que l'homme dont il s'était moqué, le vieil imbécile sur lequel il avait craché, avait été celui qui tenait sa vie ensemble depuis le début. Le deuxième matin après mon départ, les déménageurs ont fini de vider la maison. À midi, les serrures avaient été changées, les papiers du nouveau propriétaire déposés, et le rire de mon fils, le même rire cruel et moqueur qui avait autrefois rempli ses murs, n'était plus nulle part.
Les voisins se tenaient dehors en chuchotant. Ils avaient tout vu. Ils l'avaient vu se vanter, rabaisser, parader sa richesse comme une couronne. Maintenant, ils le voyaient debout devant sa propre maison, criant sur des hommes qui ne prenaient même pas la peine de répondre. Certains secouaient la tête. D'autres souriaient tranquillement. Parce que dans les petites villes, le karma n'a pas besoin d'une scène. Il se produit sur les pelouses. Cette nuit-là, il a dormi dans sa voiture, la même voiture que je l'avais aidé à acheter il y a 10 ans quand il était trop fauché pour obtenir un prêt. Je l'imaginais là, fixant le plafond, rejouant le dîner dans son esprit, le crachat, les rires, mon silence. Peut-être que pour la première fois, il a compris que je n'avais pas été silencieux par peur, mais par pouvoir. Un pouvoir qui venait de la connaissance, de la patience, d'avoir construit quelque chose qu'il n'a jamais appris à apprécier. Le 3e jour, sa femme était partie. Elle a fait ses valises tranquillement, laissant une note sur le siège à côté de lui qui disait « Tu as tout gâché ». Peut-être qu'elle le blâmait. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle avait épousé un homme qui pouvait détruire son propre père et s'attendre encore à ce que le monde lui pardonne. Mais le monde ne pardonne pas l'arrogance. Il attend juste son moment. J'ai entendu plus tard par des chuchotements, par le bouche à oreille, qu'il avait essayé de me trouver. Il est allé au bureau de l'avocat, à la banque, même à la police. Ils lui ont tous dit la même chose. Votre père a agi dans son droit. C'est la beauté des papiers. Ils ne se soucient pas des émotions. Ils n'ont pas besoin de crier. Ils mettent simplement fin aux choses légalement, tranquillement, pour toujours. Les appels ont continué pendant des semaines après ça. Je n'ai jamais décroché. Parfois, j'écoutais les messages vocaux, cependant. Je pouvais entendre le changement dans sa voix, de la colère à la supplication, de la supplication au désespoir. Papa, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Le même homme qui m'avait craché au visage suppliait maintenant à travers la statique, la voix brisée comme un enfant. Mais je ne le détestais plus. La haine prend de l'énergie, et j'avais passé assez de ma vie à verser de l'énergie en lui. J'ai simplement éteint le téléphone et suis retourné à mon café. La communauté est devenue froide envers lui. Le respect ne survit pas à l'humiliation, surtout quand l'histoire se répand vite. Et des histoires comme la sienne se répandent plus vite que la vérité. Les gens qui l'admiraient autrefois traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Les employeurs ne retournaient pas ses appels. Les amis ont cessé de répondre aux textos. Il est devenu ce qu'il m'avait appelé. Bon à rien. Seulement maintenant, il apprenait ce que ce mot signifiait vraiment. Pendant ce temps, je me suis installé dans un petit appartement au bord de la mer. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Je me réveillais tôt, j'ouvrais la fenêtre et je respirais un air qui ne portait pas le poids des rires de quelqu'un d'autre. Personne ici ne savait qui j'étais ou ce que j'avais fait. Pour eux, j'étais juste un autre vieil homme tranquille qui marchait jusqu'à la jetée tous les matins et nourrissait les oiseaux. Et c'était suffisant. Je n'avais pas besoin qu'ils connaissent mon histoire. J'avais seulement besoin de savoir qu'elle était terminée. Parfois, dans ces petits matins, je me demandais ce qu'il faisait, s'il avait appris, s'il avait changé. Mais ces pensées ne me faisaient plus mal. Elles passaient comme la marée, montant, s'estompant, laissant la paix à leur place. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose de plus profond. La clarté. Je lui avais tout donné, et il l'avait transformé en cruauté. Maintenant, j'avais tout repris, non pas par vengeance, mais pour rappeler au monde que même l'homme le plus silencieux peut mettre fin à une tempête. Quand je regardais l'horizon, je ne ressentais aucune culpabilité, seulement du calme. Mon fils était laissé à reconstruire, à se faire face, à vivre avec l'écho de ce qu'il avait fait. Et moi, l'homme qu'il pensait faible, j'étais enfin libre. Je suis parti avant l'aube. Le ciel était d'un gris profond, calme, presque sans poids. Le genre de matin où le monde semble retenir son souffle. J'avais fait mes valises la veille. Une valise, quelques vêtements, mes papiers et une seule photographie pliée en deux. Mon fils a 5 ans assis sur mes épaules. Nous sourions tous les deux sans savoir ce que la vie deviendrait un jour. Je n'ai pas emballé de souvenirs. J'ai emballé la liberté. J'ai fermé la porte à clé, j'ai placé les clés dans une enveloppe et je les laissées sur la table. Pas de mots, pas de messages, juste le bruit du loquet qui cliquait pour la dernière fois. La route était vide alors que je marchais vers l'arrêt de bus.
Les lampadaires bourdonnaient faiblement, projetant des flaques de lumière jaune pâle sur le trottoir. Chaque pas que je faisais semblait plus léger que le précédent. Derrière moi se trouvait la maison où j'avais vécu, ri et été humilié, un endroit qui était passé de maison à champ de bataille. Devant moi se trouvait quelque chose de bien plus simple. La paix. Pas la vengeance, pas le triomphe, juste la paix. Le genre de paix qui coude tout mais qui rend le silence. Le bus est arrivé en retard, ses freins soupirant alors qu'il s'arrêtait devant moi. Le chauffeur, un homme de l'âge de mon fils, m'a salué d'un signe de tête. Long voyage, a-t-il demandé. J'ai souri faiblement. Le plus long jusqu'à présent, ai-je dit. J'ai pris une place près de la fenêtre. Le cuir était craquelé et froid. Alors que le bus s'éloignait, j'ai regardé la ville rétrécir, les rues familières, la vieille boulangerie, la station-service, la colline où mon fils faisait autrefois du vélo. Tout ce que j'avais construit s'estompait au loin, avalé par le brouillard. Et à chaque kilomètre qui passait, je sentais quelque chose à l'intérieur de moi se dénouer. Au moment où le soleil s'est levé, j'étais à des kilomètres de là. J'ai changé de bus 2 fois, de train 1 fois, et le soir, je me suis retrouvé dans un aéroport où je n'étais jamais allé auparavant. Les gens se pressaient devant moi, des familles s'étreignant, des hommes d'affaires tapotant sur leur téléphone, des enfants traînant des peluches. Tout le monde semblait avoir un endroit où aller. Je n'avais nulle part où aller et pour la première fois, cela me semblait juste. Je ne fuyais pas. Je disparaissais. Il y a une différence. Fuir signifie la peur. Disparaître signifie le choix. Au comptoir, la femme a demandé ma destination. J'ai levé les yeux vers le tableau des départs, des dizaines de villes clignotant en lettres vives, et j'en ai choisi une au hasard. Lisbonne, ai-je dit. Je n'y étais jamais allé, je n'en avais même jamais rêvé. Mais le mot ressemblait à une libération. J'ai payé en espèces, j'ai glissé mon passeport sur le comptoir et j'ai pris le billet. C'était étrange de tenir un avenir que personne d'autre ne connaissait. Dans l'avion, je me suis de nouveau assis près de la fenêtre. Les moteurs ont rugi. Le sol s'est dérobé. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai souri. Pas un sourire de victoire, mais un sourire de paix. Le genre qui vient quand on cesse enfin de supplier le monde de vous comprendre. J'ai pensé à mon fils alors, non pas avec colère, mais avec distance. Il se réveillerait bientôt pour trouver mon numéro déconnecté, mes comptes inaccessibles, ma piste froide. Il me chercherait, peut-être par culpabilité, peut-être par besoin, mais il ne me trouverait jamais. Je m'étais effacé de sa carte de la même manière qu'il avait effacé le respect de la mienne. Quand l'avion a traversé les nuages, la lumière du soleil a frappé l'aile et a rempli la cabine d'or. C'était comme un signe, non pas du ciel, mais de la vérité tranquille que j'avais été trop aveugle pour voir toute ma vie. On peut aimer les gens et devoir quand même les quitter. On peut pardonner, mais on n'est pas obligé de revenir. Des heures plus tard, quand je suis descendu de l'avion, l'air sentait le sel et les nouveaux départs. J'ai trouvé une petite auberge près de la côte, j'ai payé un mois d'avance et je n'ai rien déballé. Ma valise est restée fermée dans le coin, comme si même elle savait que je n'appartenais plus à aucun endroit. Le lendemain matin, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé le soleil se lever sur l'océan. Les vagues étaient lentes, patientes, le même genre de patience que j'avais autrefois pris pour de la faiblesse. J'ai respiré profondément et je me suis murmuré, c'est à moi maintenant. Je n'ai pas disparu par haine. J'ai disparu pour récupérer le silence, la seule chose qu'il ne pourrait jamais voler ou sur laquelle cracher. Mon fils avait pris ma paix pendant des années. Mais maintenant, alors que la marée montait et que les mouettes criaient au-dessus de ma tête, j'ai réalisé quelque chose. Partir n'était pas fuir. C'était revenir à moi-même, à la dignité, au calme. La vie tranquille ne s'est pas installée du jour au lendemain. Elle s'est glissée lentement et doucement, comme la lumière du matin à travers de fins rideaux. Les premiers jours dans cette ville balnéaire semblaient étranges, presque irréels. Pas d'appel téléphonique, pas de voix criant depuis la pièce voisine. Pas de pas résonnant dans les couloirs que j'avais construits, juste le vent, la mer et le son de ma propre respiration. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillé avec des responsabilités ou des insultes. Je me suis réveillé dans le calme. C'était inhabituel, presque effrayant. Mais après un certain temps, j'ai réalisé que la paix est censée être silencieuse. J'ai loué un petit cottage près du rivage. Mur blanc, une fenêtre donnant sur l'océan,
une chaise en bois tordue près de la porte. Ce n'était pas le luxe, mais c'était honnête. Chaque matin, je préparais du café dans une tasse ébréchée, je m'asseyais dehors et je regardais les pêcheurs jeter leurs filets alors que le monde devenait doré. Je ne pensais plus beaucoup au passé. Il était toujours là, comme une vieille cicatrice, visible, mais indolore. Parfois, quand je voyais des pères marcher avec leurs fils le long des quais, je sentais un petit pincement dans ma poitrine. Mais ce n'était pas du regret. C'était de la reconnaissance, un rappel de la vie que j'ai donnée et de la leçon que j'ai apprise. J'ai gardé mon argent là où il ne pouvait pas être tracé. Je n'ai pas vécu luxueusement. Je n'en avais pas besoin. La satisfaction n'était pas dans la dépense. C'était de savoir que chaque dollar dont il dépendait autrefois était maintenant à moi seul. Le pouvoir que j'avais autrefois donné trop facilement était revenu tranquillement. Non pas pour me rendre riche, mais pour me rendre libre. Certains soirs, les habitants m'invitaient à m'asseoir près du feu à la taverne. Ils ne connaissaient pas mon histoire et je ne l'ai pas offerte. Ils m'appelaient l'homme tranquille et j'aimais ça. J'écoutais leurs rires, leurs discussions sur la pêche, leurs simples problèmes, et je souriais. C'étaient des gens qui connaissaient la valeur du travail, qui ne mesuraient pas un homme à ses vêtements ou à son compte en banque. Cela me rappelait qui j'étais avant que la trahison ne m'apprenne le silence. Des semaines se sont écoulées comme ça. Calme, sans incident, paisible. J'ai appris à vivre à nouveau petitement, à me promener sans but, à manger lentement, à dormir profondément, à ne sentir les attentes de personne peser sur ma tête. C'est étrange comme après des années de chaos, la paix semble lourde au début, comme si vous attendiez la prochaine insulte, la prochaine tempête. Mais finalement, le calme commence à sembler naturel. La guérison ne crie pas, elle chuchote. Un jour, je suis allé au bureau de poste et j'ai posté une lettre. Pas à lui, mais à mon avocat. Elle disait simplement « finaliser ». Ne pas divulguer l'emplacement. C'était tout. Pas d'adresse de réexpédition, pas de signature nécessaire. Je ne devais plus ma présence à personne. Le monde que j'avais laissé derrière moi pouvait tourner comme il lui plaisait. Parfois, je me demandais ce qu'il était devenu. Mon fils, celui qui me regardait autrefois avec admiration, puis avec dégoût. Les nouvelles voyagent même jusqu'au rivage lointain, et j'ai entendu des bribes de son histoire par des gens qui ne savaient pas qu'il parlait de lui. L'homme qui se vantait autrefois de tout posséder faisait maintenant des petits boulots pour payer ses dettes. La maison était partie depuis longtemps. Sa femme s'était remariée. Sa fierté avait été remplacée par le silence. Je n'ai pas souri quand je l'ai entendu. Je n'ai pas célébré. J'ai juste hoché la tête. Le monde lui avait finalement appris ce que je n'avais plus besoin de dire. Dans la vie tranquille que j'ai choisie, j'ai trouvé quelque chose que l'argent ou la vengeance ne pourraient jamais acheter. Le respect de soi. Le genre qui n'a pas besoin de témoins ou d'applaudissements. Le genre qui vit dans la façon dont vous vous réveillez, dont vous respirez, dont vous vous comportez après avoir été brisé. Les gens pensent que la vengeance consiste à détruire. Ce n'est pas le cas. C'est une question de restauration. Remettre les choses à leur place. La dignité avec l'homme qui l'a mérité. Les conséquences avec l'homme qui les a invités. La nuit, je m'asseyais près de la fenêtre et je regardais l'horizon s'assombrir en étoiles. L'océan chuchotait contre les rochers, constant et patient. Je pensais à toutes les années que j'avais gaspillées à essayer d'être aimé par des gens qui ne respectaient que ce que je pouvais leur donner. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à donner, et c'était la liberté. Dans ce petit cottage en bord de mer, entouré d'étrangers qui me traitaient avec gentillesse, j'ai finalement compris quelque chose de simple. La paix n'arrive pas quand le monde change. Elle arrive quand on arrête d'attendre qu'il le fasse. Maintenant, quand je me réveille et que j'entends l'océan par la fenêtre ouverte, je ne pense pas à ce que j'ai perdu. Je pense à ce que j'ai gardé. Ma dignité, mon silence, ma paix. Les gens passent leur vie à courir après des excuses qui ne viennent jamais. Essayer de réparer des gens qui n'ont jamais été brisés, juste cruel. J'ai arrêté de courir le jour où je suis parti. Certains appellent ça la vengeance. J'appelle ça la libération. Mon fils passera sa vie à se demander pourquoi c'est arrivé. Pourquoi l'homme dont il s'est moqué a disparu sans laisser de traces. Peut-être qu'un jour il comprendra que ce n'est pas le crachat, l'insulte ou même la trahison qui nous a mis fin. C'est le moment où il a oublié qui avait construit ses fondations et qui pouvait les enlever tranquillement. Je ne l'ai pas détruit. Je l'ai simplement laissé vivre sans moi.
Et pour des hommes comme lui, c'est la punition la plus dure de toutes. Parfois, je sors cette vieille photographie pliée de mon portefeuille, celle de lui enfant sur mes épaules. Je la regarde pendant quelques secondes, puis je la remets en place. Cette version de lui, le garçon avec le rire dans les yeux, a disparu. L'homme qu'il est devenu est mort au moment où il a perdu le respect pour celui qu'il a élevé. J'ai enterré ce souvenir il y a longtemps, non pas par colère, mais par pitié. J'ai construit une vie, je l'ai perdue et j'en ai construit une autre. Cette fois, plus silencieuse, plus petite et plus forte. Je n'ai pas besoin d'applaudissements pour ce que j'ai fait. Je n'ai besoin de personne pour convenir que c'était juste. Parce que la paix n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous reprenez quand personne ne pense que vous le pouvez. J'ai laissé derrière moi la maison, la richesse, le bruit. Mais ce que j'ai vraiment laissé derrière moi, c'est la faiblesse. Maintenant, je vis simplement, je respire librement et je dors profondément. Je n'attends pas le pardon et je n'en offre aucun. Le monde est calme quand on cesse d'attendre l'équité. Il m'a craché au visage en pensant que ça me briserait. Au lieu de cela, ça m'a réveillé. J'ai vendu sa maison, j'ai pris tout ce qu'il avait construit grâce à mes sacrifices et je ne suis jamais revenu. Dernière pensée. Il s'est moqué de ma valeur et a ri de mon silence jusqu'à ce que le silence prenne tout ce qu'il aimait.